Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, bienvenue sur Respect, c'est Xavier Teichmann aujourd'hui et j'espère vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Aurélien Marino. Bonjour Aurélien. Bonjour Xavier. Alors, la raison pour laquelle on a invité Aurélien dans ce podcast, c'est pour son initiative de Happy Horse Market qui a pour mission, si j'ai bien vu sur le site, de mettre fin au gaspillage alimentaire et je suis d'autant plus content de te recevoir que c'est via Morgane Dawans qu'on a été mis en contact, Morgane de Shack & Shy, qui était déjà dans un épisode de ce podcast et qui nous a mis en contact. Donc merci Morgane. Mais voilà, je vais commencer par la première question rituelle. Dis-moi Aurélien, qui es-tu ? Présente-toi. Donc je m'appelle Aurélien pour le répéter, mais en gros j'ai 29 ans, j'ai fait mes études ici en Belgique, je viens de France à la base, donc j'ai fait des études d'ingénieur de gestion ici en Belgique. Puis j'ai travaillé en consultance, donc j'ai un peu suivi le parcours traditionnel des études commerciales et j'ai finalement tout lâché pour lancer Happy Hours Market il y a maintenant 2 ans. Ça fait pile poil 2 ans aujourd'hui en fait, et c'est l'anniversaire du projet. Voilà. Eh ben, bon anniversaire à votre projet. Tu as fait des études d'ingénieur de gestion, ingénieur commercial. Si tu veux, tu peux citer l'école. On peut leur faire un peu de pub. Oui, à Solvay, en fait. Solvay, qui était c'est une bonne formation, très théorique aussi, un peu trop théorique parfois, mais un très bon master. Et j'ai fait ça en fait à la base parce que je savais pas trop quoi faire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un peu trouvé ma voie, donc c'est chouette. Super à entendre parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ces études-là. Fabrice Wilquet de Physical Coaching Academy, qui est aussi déjà passé dans notre podcast, lui, il a fait ingénieur de gestion à HEC à Liège, et il disait aussi c'était le parcours, idéal, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et effectivement, une fois qu'on trouve sa voie, on saute à pieds joints dedans. Et du coup, ça va directement vers la prochaine question. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Happy Horse Market ? En gros, j'ai travaillé donc en consultance d'abord, et c'est vrai qu'à la base, j'avais pas trop j'avais un peu des valeurs écologiques de base à cause de ma mère, mais j'ai surtout réalisé que, en fait, le parcours traditionnel poussait beaucoup à la rentabilité, très orienté sur l'argent, très capitaliste, et en fait, j'avais très peu d'impact positif en fait sur le travail que je faisais, et même si j'avais envie de pousser à avoir plus d'impact, c'était toujours bloqué par mon N+1 ou juste les valeurs de la boîte dans laquelle je travaillais. Et donc, je voulais me lancer de mon côté en tant qu'indépendant et avoir mon propre projet, tout simplement pour avoir un impact direct et faire ce que je voulais, quoi. Ok, d'accord. Donc, plus de liberté et plus en adéquation avec tes propres valeurs, quoi. Exact. Okay. D'accord. Et tu disais, par rapport à l'écologie, etc. Mais si tu veux un peu plus expliquer ce qu'il en est, libre à toi. En gros, le pourquoi, je sais pas si, le pourquoi j'ai lancé ce projet. En fait, depuis tout petit, ma mère me dit de pas gaspiller, de finir mon assiette. Bon, c'est un peu bête de dire ça, mais en gros, pendant mes études, en fait, j'ai commencé à être un peu plus indépendant, à faire des courses régulièrement, et j'étais en fait confronté à un employé de magasin qui jetait. En fait, elle récupérait avec 3 caddies des produits dans les shelves, et au lieu de les mettre, elle les prenait dans le caddie. Donc je lui ai demandé ce qu'elle faisait, et en fait c'était pour la casse du magasin, et en lui demandant si c'était exceptionnel parce que j'étais un peu surpris de la quantité de produits, elle était un peu gênée de la réponse et m'a pas vraiment répondu. Et en fait je me suis renseigné après sur les quantités de gaspillage alimentaire dans le monde, et tout le monde est au courant qu'il y a du gaspillage, mais on ne sait pas en fait la quantité qu'il y a, et c'est assez frappant. Mais
quand on nous dit, voilà, dans le monde, il y a 90 millions, juste en Europe, en fait, il y a 90 millions de tonnes de nourriture qui est gaspillée par an. C'est un chiffre tellement énorme qu'on se rend pas compte de ce qu'il est. Mais au niveau de la Belgique, et d'ailleurs des très mauvais élèves européens, c'est comme si je disais chaque habitant belge, chaque jour, de jeter 1 kilo de nourriture à la poubelle. Ça, c'est l'équivalent du gaspillage alimentaire juste en Belgique. Et donc, c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un petit souci. Et voilà, donc c'est un peu la base en fait du projet et la base des valeurs que je défendais. C'est juste que voilà, j'ai découvert un secteur dans lequel il y avait un gros souci. Pourquoi on a des personnes qui crèvent de faim autour de chez nous et dans le monde, alors que tous les jours on jette une quantité astronomique de nourriture. Donc j'étais là, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là, quoi. Mais effectivement, c'est pas mal parce que termine ton assiette, il y a des gens qui ont faim, etc. On l'a tous entendu, hein. On a tous entendu ça un jour ou l'autre. C'est la première fois que j'entends quelqu'un sur qui ça a eu autant d'impact. Oui, mais moi aussi je suis assez étonné au final, mais non, mais c'est bien. Merci maman. Exactement. On peut la remercier parce que grâce à elle, il y a un beau projet qui a émergé. Et justement, toi, tu as pris action. On a tous, comme tu dis, on est tous au courant de ça. On a vu dans les news des personnes qui voulaient récupérer dans les poubelles, qui recevaient des amendes. Je me demande même si au niveau structurel, il n'y a pas un souci dans le sens où je crois qu'ils doivent justifier le fait de brûler leurs déchets pour éviter l'argent au noir. Enfin, tu connais ça d'office beaucoup mieux que moi, mais j'imagine que vous êtes confronté au niveau législatif aussi à des choses assez complexes, non ? Oui. En gros, il y a quelques années, en fait, il n'y avait pas de récupération de TVA sur la donation des produits. Et donc, mettre quelque chose en place pour les distributeurs, c'était un certain travail. Et donc, eux préféraient juste jeter. Et pour éviter qu'il y ait des personnes qui s'agglutinent autour des poubelles ou qui prennent les produits et qui soient poursuivis parce que voilà, c'est la marque du distributeur. S'il y a un accident avec, ils mettaient de la javel dessus. Heureusement, depuis quelques années, il y a une défiscalisation de la TVA sur des produits donnés à des associations caritatives. Donc c'est pas mal, mais la Belgique est pas le meilleur au niveau législatif, puisqu'en France, par exemple, ça va encore plus loin. Et là, les magasins peuvent carrément récupérer une partie de la valeur unitaire d'un produit lorsqu'ils le donnent à une association caritative. Et il y a même une interdiction de jeter en fait en France maintenant. Donc ça, c'est encore mieux. Évidemment. Ouais. Et donc voilà. Et je crois que au niveau européen, je pense qu'il y a des législations je sais qu'il y a des législations qui arrivent et des directives européennes qui vont pousser en fait toute l'Europe et tout distributeur ou acteur de la chaîne alimentaire confondu à vraiment diminuer drastiquement leur gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est assez chouette. Au moins, c'est quelque chose d'hyper positif. Maintenant, je ne sais pas s'il y a des responsables politiques qui écoutent ce podcast, mais on peut toujours lancer un petit appel aussi de s'inspirer de ce qui se passe déjà en France pour changer la législation en Belgique, parce que c'est vrai que ce serait bien plus simple pour vous et bien plus éthique tout court, quoi. Exact. Donc, mais voilà, moi je comprends bien le sujet. J'ai téléchargé votre application, j'ai été regarder, etc. Mais je voudrais justement, pour nos auditeurs, parce qu'il y en a sûrement qui tout à coup sont intrigués et qui se disent tiens, comment est-ce que je peux participer à ça ? Explique le fonctionnement de Happy Horse Market. Donc peut-être pour revenir à la base, donc j'ai fait le constat en fait qu'il y a une quantité de gaspillage alimentaire hyper importante, surtout en Belgique. Et de l'autre côté, en fait, ça c'est plutôt le côté de mon collègue et sa vision, et que j'avais aussi un peu à l'époque, mais il y a énormément de gens qui vivent avec des difficultés financières, surtout en ce moment avec le Covid, il y en a de plus en plus. Et par exemple, à Bruxelles, on ne s'en rend pas compte, mais il y a un tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté européen. Je pense avec, je vais peut-être dire des bêtises, donc je ne vais pas m'avancer, mais bon, c'est un faible salaire. Et donc, d'un côté, on jette, et de l'autre côté, il y a des personnes qui ont du mal à s'alimenter. Et donc, l'idée, c'était tout simplement de mettre un système en place pour récupérer ces invendus des magasins et approvisionner des associations caritatives. En fait, il y a en Belgique tout un milieu associatif qui fait déjà ça depuis des années, mais c'est des systèmes, des ASBL, en fait, qui dépendent d'aide extérieure et donc qui ne sont pas vraiment stables dans le temps, qui dépendent de bénévoles, qui n'ont pas forcément des moyens logistiques ou financiers, et donc, du coup, leur récupération est infime par rapport à ce qui est jeté. Donc, du coup,
on a lancé donc Happy Hours, qui concrètement aujourd'hui, c'est des hubs logistiques, donc des véhicules frigorifiques qui par quartier vont récupérer les invendus alimentaires de plusieurs magasins. L'idée de cette récupération, c'est de récupérer l'intégralité des invendus sur une base quotidienne pour vraiment aider le magasin à ne plus rien jeter et dans l'optique aussi d'améliorer l'approvisionnement des associations caritatives de ce même quartier. Et en fait, entre les deux, pour rendre le projet pérenne financièrement et indépendant en fait d'aides extérieures comme des ASBL, il y a une partie des produits qui sont mis en ligne. Et donc, en fait, en tant qu'habitant d'un quartier, à 19h30, on peut se mettre sur l'application mobile et faire ses courses comme sur le site internet d'un supermarché. On va choisir du haché, par exemple, des poireaux, une aubergine, des yaourts. Et en fait, on fait ses courses. Tout est à moitié prix. Et en fait, le véhicule se gare dans le quartier, sert de point de retrait. Et entre 20h et 21h, on vient chercher sa commande. Donc, ça permet aux habitants du quartier de faire des économies d'une part et de soutenir en fait une action écologique, puisque grâce à leurs achats, ça permet de financer la logistique, donc de mettre fin au gaspillage dans les magasins, et ça permet aussi d'approvisionner de manière plus importante les associations caritatives. Donc c'est tout bénef au final pour les consommateurs, les magasins et les associations. Et c'est ça, tout le monde est gagnant, la chaîne de valeur prend en compte tous les intervenants. Oui, on fait participer tous les acteurs sur cette initiative. Et du coup, les associations, elles, vous leur livrez, c'est ça, oui. Vous leur livrez ce qui reste pour qu'elles puissent distribuer des repas, oui. etc. En général, c'est 2/3 de ce qu'on récupère est livré aux associations, mais comme on améliore la récupération, elles ont même plus qu'avant, et elles se focalisent vraiment sur le stockage et la distribution, et s'enlèvent la problématique logistique de leur côté, ce qui est un gros pain pour pas mal d'associations. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est des trucks, c'est entre guillemets des food truck collect, quoi. C'est ça, food truck collect. C'est génial. Ouais. Voilà. Ouais, c'est super, parce qu'au fait, oui, tu vas sur ton appli, tu sélectionnes ce que tu as envie, et le lendemain ou le soir. C'est le soir même, en fait. C'est le soir même. Tout est fait le soir même. Tu vas chercher ton colis. Ouais. Donc, tu fais des économies, tu participes à quelque chose de positif. Top. Vous desservez quel quartier pour le moment ? Alors pour le moment, on est dans le sud de Bruxelles principalement. Donc on a plusieurs points de retrait à Ixelles, à Forêt, à Saint-Gilles. On arrive bientôt sur Jette et Bruxelles-Ville. Donc on est dans ces zones-là. On va lancer aussi une franchise du côté de Namur, mais on a de la demande en fait un peu partout. Ouais, donc la seule chose qui nous bloque, c'est peut-être le contexte actuel en fait, pour des raisons pour certaines raisons. Mais l'idée en fait, c'est d'essayer de développer le projet. Là, on nous le demande, que ce soit du côté magasin ou du côté associatif ou même du côté consommateurs. Mais on a de la demande dans tout Bruxelles globalement et dans d'autres villes belges. Et quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés par rapport justement aux communes, parce que je suppose que vous devez avoir des autorisations pour... c'est quoi, vous êtes en contact avec les échevins, avec les bourgmestres, avec les cabinets On est en contact avec la personne qui gère en général la mobilité et le commerce dans les communes. Mais effectivement, certaines communes ont des stratégies différentes concernant les food trucks, même si nous, c'est juste un point de distribution. Et le Covid fait que parfois les demandes prennent beaucoup plus de temps que prévu, donc ça bloque parfois, mais il y a des communes comme les communes avec lesquelles on travaille à Bruxelles qui sont complètement pour le projet et qui supportent le projet vu l'impact écologique et social positif qu'on a dans leur commune. Donc voilà, ça dépend, il y a un travail à faire, mais voilà, ça avance. Mais une fois de plus, je ne sais pas s'il y a des responsables politiques qui écoutent ce podcast, des échevins, des bourgmestres, peu importe, n'importe quelle personne dans sa commune. Mais voilà, une façon de vous aider, c'est aussi à ça que sert ce podcast, ce serait de voir certaines communes, si elles ont envie d'implanter le projet de manière durable chez elles, on mettra tout ce qui est possible dans l'article de blog consacré à ton épisode et à Happy Hours Market pour qu'ils puissent prendre contact avec vous et essayer de développer ça le plus possible, parce qu'effectivement c'est extrêmement positif. Ouais, avec plaisir. Finalement, qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Parce que tu as vraiment, comme tu disais, mes valeurs, j'avais envie d'avoir de l'impact. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ?
Concrètement, je vais peut-être un peu me répéter, mais quand on sort des études que j'ai fait, ou même beaucoup d'étudiants vont rejoindre le chemin un peu normal, c'est de rejoindre des grosses entreprises dans lesquelles on est un peu un numéro en final. On va travailler sur des projets qui vont être mis en place des années plus tard. Toute action qu'on va prendre sera mineure en fait dans l'échelle du projet, dans l'échelle de l'entreprise. Et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on fait a un impact direct. Donc même les premières semaines de lancement, on récupérait tous les jours, je crois qu'à l'époque c'était entre 200 et 300 kilos d'invendus par jour, une partie qui était revendue à moitié prix, et une partie qui était distribuée aux associations caritatives. Et donc dès le départ, après 6 mois de réflexion et de lancement, on a eu un impact écologique déjà, à petite échelle évidemment, mais concret quoi. Et aujourd'hui, en fait, plus on avance, plus on développe le projet, plus on grandit, plus cet impact augmente et grandit. Et je vais pas dire qu'il est dû à moi, enfin grâce à moi, mais en partie. Et donc, ce qui est chouette, c'est que tout ce qu'on implémente, tout ce qu'on va développer, on va directement le mettre en place parce que l'échelle de la boîte est beaucoup plus petite et ça aura un impact direct en fait. Voilà, c'est ça qui est chouette. C'est ce que je voyais sur l'application, c'est qu'effectivement, je sais pas si on peut parler de gamification parce que je pense pas que ce soit ça. On passe pas des niveaux, hein, mais tu peux voir. Il y a le nombre de. Pardon ? Un petit peu. Si. Un petit peu quand même. Oui, c'est ça. Oui, un petit peu quand même. Oui, c'est juste. Il y avait des points à côté. Mais donc, les kilos que tu sauves, l'argent que tu économises, l'impact, les repas distribués, et exact. tout ça. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on vient consommer chez nous, ça a un impact en amont et en aval, donc anti-gaspi et approvisionnement social. Et l'idée, c'est aussi de sensibiliser les consommateurs qui viennent chez nous, qui viennent peut-être juste pour faire des économies, mais leur dire en fait que l'action qu'ils font est quand même vachement impactante au niveau écologique. Leur expliquer en fait que les produits qui arrivent en fin de chaîne de production, donc jusqu'en magasin, c'est des produits qui ont été cultivés, transformés, packagés, transportés, stockés, et au final c'est un produit qui a vraiment eu un impact, le plus gros impact écologique possible puisqu'il est en fin de chaîne de production, et c'est des produits qui vont au final être jetés. Donc sauver ce produit, ça a un impact, enfin c'est épargner en fait, c'est sauver un peu le CO2 qui a été émis pour produire ce produit là quoi. C'est ça. Et en même temps, tout le monde est gagnant, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, top. Alors oui, ça me fait rire de te poser cette question, mais je la pose à chaque fois, donc je vais te la poser. Je l'ai posée aussi à Morgane d'avance de Shack & Shy, dont le projet, à mon avis, a dû débuter en même temps que vous. Si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu changerais ? C'est difficile comme question, parce qu'on n'est pas très loin encore. C'est ça. En 2 ans, j'ai beaucoup appris, que ce soit d'un côté managérial ou pour le développement de la start-up. Ça peut être aussi, excuse-moi de te couper, oui. Ça peut être aussi ce que tu as fait dans le consulting. J'ai vu que tu étais passé dans un des très gros cabinets stratégiques. J'ai vu aussi que tu avais fait de la consultance, on en a parlé, oui. Le parcours classique de Solvay ou d'HEC. Ça peut être là aussi, hein. Ça peut être la sortie de tes études, ou bien en fait, d'autres études peut-être. J'ai une idée. Enfin, un point en tout cas, peut-être pour les étudiants qui nous écoutent. En fait, ça effraie beaucoup de personnes de lancer son idée ou de mettre en place son idée. Mais aujourd'hui, il y a pas mal d'incubateurs qui permettent en fait à des étudiants d'être entourés, coachés et conseillés pour le lancement d'un projet. Et en fait, pendant nos études, on a quand même pas mal de temps. Même s'il faut travailler à côté, je crois que c'est les belles années de notre vie parce que voilà, on est vachement libre, on sort pas mal, on voit beaucoup d'amis. Mais à côté de ça, je pense qu'on a le temps de développer un projet ou une idée. Et c'est le bon moment à mon avis. Et nous, on a été accompagnés par le Start Lab à Solvay, qui est un super incubateur qui nous ont vachement aidés. Et je l'ai fait plus tard. Je me disais qu'il fallait d'abord acquérir une certaine expérience, mais au final, c'est pas le cas. On apprend tellement en lançant sa propre entreprise que le faire directement à la fin de ses études ou pendant ses études, c'est un conseil que je donnerais. Et il faut juste tenter. C'est ça. Et c'est le Start Lab ? Oui, le Start Lab, ouais. Morgane a fait la même chose. Il me semble, oui. Et
Mais ça, je ne lui avais pas posé la question. Et pour nos auditeurs qui se posent aussi des questions, c'est juste pour les anciens de Solvay ou bien c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est ouvert à tout le monde. En fait, il y a plein d'incubateurs différents. Le Start Lab est plus orienté étudiant, donc je pense qu'on peut postuler jusqu'à 29-30 ans, mais ils sont quand même ouverts. Mais il y a plein d'incubateurs qui permettent vraiment de supporter une idée, et même pour des personnes qui n'ont pas forcément fait d'études managériales ou économiques et qui se disent mais lancer ma boîte c'est impossible, enfin je sais pas faire un plan financier, je sais pas calculer ou je sais pas quoi. C'est pas vrai au final. À partir du moment où on a des valeurs fortes, je pense, et une idée vraiment concrète, rien peut empêcher de se lancer. C'est ça. Et c'est vrai qu'actuellement, parce que je pensais à ça, il y en a plusieurs qui existent. Hein. Je mettrai dans l'article de blog plusieurs je mettrai le Start Lab Solvay évidemment, mais j'en mettrai d'autres aussi parce que je crois qu'il y en a par région et puis ils t'aident aussi pour les financements, pour les primes, etc. Ouais, complètement. Donc ça, je mettrai quelques adresses pour ceux qui ont envie de regarder parce qu'effectivement, avoir une idée, c'est bien. La mettre en exécution et passer le pas, c'est encore mieux. Et si on a peur de se lancer seul, effectivement, il y a des incubateurs de start-up qui sont là pour aider aussi. Donc, top. C'est un bon conseil. C'est un bon truc de oser, l'audace, se lancer plus vite. Il y a déjà une personne. Je vais te poser la question suivante qui est classique aussi pour ceux qui écoutent le podcast depuis maintenant longtemps. Ils savent qu'on a un ordre bien défini dans nos questions. C'est quelles sont les personnes finalement qui t'ont inspiré? Alors on a déjà parlé de ta maman qui disait il faut vider son assiette, donc ça on lui rend hommage. Quelles sont les autres personnes? Je pourrais reprendre elle est le fondateur de Duolingo. Ça peut paraître bizarre, mais en gros, pour remettre un peu de contexte, il a créé Duolingo parce que, en fait, dans sa jeunesse, il a remarqué que la barrière des langues bloquait une grosse partie de la population à avoir accès à une éducation, une meilleure éducation, et en fait, les bloquait dans une certaine caste et il gardait en fait cette partie de population plus défavorisée. C'était un cercle vicieux en quelque sorte. Et donc lui a voulu lancer le projet de permettre à n'importe qui d'apprendre de nouvelles langues et pouvoir du coup accéder à bien plus d'éducation, je vais dire, sur Internet en anglais par exemple pour des personnes qui parlent, je crois que dans son cas c'était au Mexique, donc beaucoup d'Espagnols qui parlaient pas anglais et du coup qui étaient bloqués à cause de ça. Et lui a développé donc Duolingo sur un principe de gratuité et vraiment avoir des cours de langue gratuits. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, après 6 ans, je crois que ça marchait déjà vachement bien. Il avait beaucoup d'utilisateurs. Et le problème, en fait, c'est que parce que c'était gratuit, il avait été suivi par beaucoup de levées de fonds, mais là, plus personne voulait l'aider. Et donc, il se retrouvait avec une centaine d'employés, énormément d'utilisateurs et une application qui allait faire faillite au final. Et puis, il y a un fonds d'investissement qui est venu le voir en lui disant qu'il voulait bien continuer à investir et aller encore plus loin. Mais une seule raison, un seul critère, c'est qu'il rende l'application payante. Et le gars a dit non. Donc il a dit non, et en disant non, il allait lâcher 6 ans de travail et son objectif qui allait tomber à l'eau. Et je trouve ça assez fort. Pour moi, c'est hyper important, quoi qu'il arrive, de vraiment garder l'objectif et la mission de base et de pas te faire enrôler. Donc je l'ai dit aussi au début, mes premières expériences étaient très orientées sur l'argent, la rentabilité. Mais je pense que l'un peut aller avec l'autre, mais garder des valeurs fortes et la mission de base tout au long d'un projet, c'est hyper important. Et c'est ce qu'il a fait. Et bon, au final, Duolingo, ça explose aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé une solution. Et en fait, il a fait un freemium où on peut utiliser l'application gratuitement avec des publicités. Bon, à l'époque, c'était pas du tout aussi... C'était pas aussi évident comme business model. C'est ça. Ouais. Mais donc, du coup, il a trouvé ce business model et aujourd'hui, il a gardé son objectif principal qui était d'avoir une application gratuite et il s'est pas fait avoir ou influencer par le capitalisme, si je puis dire. Mais voilà. Oui. Mais disons qu'il a gardé sa ligne et puis ça n'empêche pas que maintenant le projet est sûrement rentable, pérenne, exactement. etc. Et quelque part, c'est normal. Je veux dire, c'est comme chez vous.
Happy Horse Market, il faut bien vendre pour pouvoir continuer et pour pouvoir aussi être libre, hein, parce que sinon tu vas faire quoi, dépendre de subsides ou ça n'a pas de sens, quoi. C'est ça. Il faut jouer le jeu au c'est final. pas ça là, la rentabilité, ça permet d'avancer aussi, hein, exact. Donc, il faut jouer le jeu, et des personnes qui voient le projet comme certaines personnes qui voient le fait de revaloriser, revendre une partie des invendus comme une honte, en fait. Mais la chose, c'est que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir un modèle qui va grandir, réinvestir dans d'autres hubs et avoir un impact beaucoup plus important au final que juste rester local. Mais voilà. Bien sûr, c'est ça qui va vous aider à vous développer. Donc, exact. Non. Ok. Mais écoute, le nom de cette personne, je ne sais pas si tu l'as de tête ou pas. Sinon, j'irai chercher, j'irai le mettre dans l'article. Louis Van Haaf, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr. Je vais aller chercher, je le mettrai dans l'article. Parce qu'effectivement, c'est inspirant. Et c'est vrai qu'au fait, il y a beaucoup de gens, enfin, en tout cas, tous ceux qui ont des enfants connaissent Duolingo. Oui, c'est ça. Duolingo, c'est vachement connu. J'aime bien donner cet exemple à chaque fois. Mais voilà. Et c'est vrai que rester attaché à ses valeurs et à sa mission, tu as tout à fait raison, c'est capital, quoi, je pense. Dans tous les business. Ouais. Mais la vie d'entrepreneur, c'est quand même pas de tout repos. Non. Vous développez pas mal. Il y a toute cette chaîne à gérer, etc. Vous êtes combien, plus ou moins, pour le moment ? En interne, on est... en fait, au total, je veux juste dire au total, mais avec des stagiaires et des étudiants aussi qui font aussi les tournées, on est 17 déjà. Oui, quand même. Donc il y a du boulot, quoi. Ouais. Il faut gérer tout ça, il faut organiser tout ça. Mais voilà, par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu as des petites routines qui t'aident au quotidien ? Voilà. Alors, c'est vrai que pour moi, garder un écart entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est assez difficile quand on est entrepreneur. On va travailler le week-end aussi. Nous, on travaille le soir, donc j'ai souvent affaire à des clients qui m'appellent, qui ont des soucis ou qui ne trouvent pas le véhicule, jusque tard, jusque 21h. Donc je dois aussi m'occuper de la vente tous les soirs, donc j'ai plus vraiment de vie sociale, de dîner, depuis maintenant presque 2 ans. Ceci dit, avec le Covid, finalement, tu final, passes pas à côté de grand-chose. Au final, c'est le bon moment. Autant en rire. C'est ça. Mais non, je pense que il faut juste... moi, je fais beaucoup de sport, en fait. C'est un peu ce qui me permet de déconnecter. C'est très important de déconnecter. Beaucoup de sport. Je dors pas mal. Donc, j'ai beaucoup entendu d'entrepreneurs qui se levaient super tôt, qui se couchaient super tard, qui travaillaient non-stop, etc. Mais pour ma part, dès que je suis fatigué, ça pousse plus à broyer du noir et à voir les choses négativement. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Donc, dormir et avoir vraiment pas mal de sommeil. Allez, pour moi, c'est plus important d'avoir une bonne nuit bien longue, une plus petite journée, on commence plus tard, mais on est bien plus efficace. Voilà, globalement, c'est un peu le conseil que j'ai à donner. C'est un très bon conseil parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui pensent que si tu dors pas, t'es un king et qu'il faut pas dormir, il faut faire que bosser, etc. Et alors pour certains, ça peut leur réussir parce qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. Il y a des gens qui en ont besoin de moins que d'autres. Mais à un moment donné, tu le dis toi-même, tu broies du noir. Je veux dire, il y a des personnes qui vont s'emporter plus vite, qui dans le management vont peut-être dire des trucs qu'ils regrettent après. Pour la motivation du personnel, c'est pas top. Donc effectivement, en tout cas, avoir les heures qui nous correspondent, c'est important. Donc c'est un super conseil. Merci pour ça. Et j'aimerais savoir aussi si tu as un livre, une émission de podcast ou un magazine ou quelque chose à conseiller à ceux qui nous écoutent au niveau d'énergie positive, au niveau business ou au niveau roman, ça peut être n'importe quoi. Alors oui, je vais rester niveau business. J'aime bien... en fait, je suis un peu dyslexique, donc je lis pas beaucoup, malheureusement. Mais donc j'écoute beaucoup de podcasts. Ça t'a pas empêché de réussir Solvay, hein, oui, c'est ça. Ouais, mais c'était pas facile, hein, la taille des bouquins qu'il nous filait à lire, mais ça a été. Mais un podcast que j'écoute pas mal, c'est How I Built This. Je sais pas si tu connais. Je connais pas. En gros, c'est la réussite d'entrepreneurs. Il y en a qui sont... Il y a des très bonnes choses à prendre de ça et c'est très motivant en fait. C'est un peu les success stories au niveau entrepreneurial. Et donc c'est anglais, c'est américain. Oui, c'est ça. C'est américain et c'est très inspirant. Ça permet
je sais pas, de relever la tête. On voit en fait la persévérance de certains entrepreneurs et donc ça permet de vraiment avancer et ça donne pas mal de courage dans les moments un peu difficiles même et ça donne aussi beaucoup d'idées à implémenter dans sa propre boîte. Un des derniers trucs que j'ai implémenté, c'est bon, je sais pas si ça rentre dans le contexte de la question, mais c'est toujours intéressant. Feel free. C'est parce que ça marche vraiment bien et je suis très content d'avoir mis ça en place. Mais c'était en gros le fondateur de Netflix qui a fait un livre sur comment ça s'appelle ? C'est No Rules Rules. Et en fait, c'est le principe de donner une flexibilité totale à ses employés. Donc, en gros, leur donner une ligne de conduite, donc un objectif en quelque sorte long terme, mais de leur laisser définir eux-mêmes leur propre objectif pour arriver à cet objectif global. Et ça permet déjà d'avoir un peu moins à gérer les personnes. Et ça, en fait, pousse à une créativité, à une proactivité qui est vachement meilleure, en fait. Et ça, c'est top. C'est le dernier truc qu'on a fait. Même si on est une petite structure, ça marche vachement bien. Oui, même si vous êtes une petite structure, c'est pas évident. Hein. Ouais. C'est pas évident. Hein. Il faut quand même fixer la ligne de conduite et voir que dans l'autonomie, les gens arrivent à se réaliser aussi et ne se sentent pas soit abandonnés ou trop libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Donc non, c'est un bon truc ça. Mm-hmm. Donc ça, on mettra aussi dans l'article. Petite dernière, alors une citation qui t'inspire. Je l'ai un peu dit déjà, mais je pense qu'il y a deux choses. C'est qui ne tente rien n'a rien. Moi, ma sauce, c'est plutôt qui n'ose rien n'a rien. De manière générale, je pense à ça depuis que je suis très jeune, mais que ce soit dans la vie privée ou vie professionnelle, dès qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, on va le reporter, on va pas le faire, mais c'est souvent ce qui aura le plus de reward en fait. Et donc tous les jours, sur toutes mes tasks, de manière générale, je vais juste oser prendre le risque, le faire, même s'il y aura des conséquences. Je crois que pour ma part, je serais plus content de l'avoir tenté que de regretter de ne pas l'avoir fait. Et je crois que vivre avec des regrets, c'est le pire. Donc voilà, dans la vie de tous les jours, j'essaye juste je tente, j'ose. Oser, oui. Un coup de fil, un coup de fil à quelqu'un de très important, par exemple, ou peu importe. Ça s'applique dans n'importe quel contexte. Je pense que c'est hyper important. Toi, tu viens de France, c'est ça à la base, hein, ouais. C'est ce que tu m'avais dit. Donc le néerlandais, c'est pas trop ton truc, hein, je pense. Ça va. J'ai une copine flamande maintenant. Donc donc tu t'y mets. Ouais, je comprends et j'ai dû en faire à Solvay en fait. Ah ok. Je comprends le flamand. En parler, c'est autre chose. Parce que donc ça tu le comprends, le rassure-moi, c'est parce que du côté néerlandophone, il y a une maxime qui dit un nin et puis al. Okay. Un nom, tu l'as déjà. Ouais. Donc vas-y, fonce. Et je trouve ça génial. C'est une mentalité extraordinaire. Ouais. Donc ça, c'est pour nos auditeurs bilingues. Petit clin d'œil à nos amis qui sont de l'autre côté de la frontière linguistique. Mais on arrive à la fin de l'entretien. Mm-hmm. Donc je vais te remercier, Aurélien, pour ton temps et surtout d'avoir partagé ton énergie avec nos auditeurs. Avec plaisir. J'espère que ça plaira. Je suis certain qu'il y aura beaucoup de retours positifs parce que c'est déjà un beau projet, puis une chouette énergie que tu as partagée, des bonnes vibes. Et j'espère que les personnes auront autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le faire avec toi. Et je vais te poser vraiment une dernière question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur ? Réussite, c'est un peu banal à dire, mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur ? Pour toi ou pour Happy House Market ? Oui, c'est ça. Hein. Happy House Market, pardon. J'espère que dans 2 ans, sur la petite map de l'application mobile, il y a des points de retrait dans toute la Belgique et même plus loin que la Belgique. L'idée, c'est juste de faire grandir ce projet parce que on peut avoir qu'un impact de plus en plus grand. Donc, juste grandir et que de plus en plus de personnes croient en nous. Certaines personnes sont encore dubitatives, mais j'espère qu'on va en convaincre une majorité. Je m'inquiète pas pour ça. Non, je m'inquiète pas pour ça. Quand je te vois et que je t'écoute, je pense que ça va avancer comme il faut. Je te remercie encore.
En accompagnement de ce podcast, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je vais rédiger un article parce qu'on s'est dit des choses en off, peut-être qu'on va encore s'en dire là, même si je sais que tu vas y aller parce que tu as l'anniversaire de la boîte à fêter. Donc je ne vais pas te prendre trop de temps. Mais en soi, j'ai du temps, mais voilà. Oui. Voilà, je vais pas... Et du coup, j'invite vraiment tous les auditeurs à aller sur le site rspct.io. Vous pourrez lire l'article et si vous n'avez pas envie de faire cette démarche, simplement inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez ça dans votre boîte mail une fois tous les 15 jours avec l'épisode. Donc encore merci du fond du cœur. Moi, je te souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur aussi à nos auditeurs. C'était Xavier Teichmann pour Respect. À bientôt et au revoir. Merci Xavier. Avec plaisir, au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.